Une section de cette vidéo est sponsorisée par Anglify. Maux de tête, fatigue, manque de productivité, on n'est juste pas bien pendant une canicule. Ok, mais à partir de quand est-ce qu'on passe du simple inconfort au vrai danger? En fait, la réponse, on l'a, c'est assez simple. La médecine distingue deux états. Un où ça va et un où ça va vraiment pas. Et on verra la différence entre les deux. Et si on fait rien dans le deuxième état, l'issue de cette surchauffe, malheureusement, elle est parfois fatale. Et les médias nous parlent alors de surmortalité. Et cette surmortalité-là, elle est parfois présentée comme une façon de mesurer l'importance d'une canicule. Ok, soit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'ils font la distinction entre quelqu'un qui meurt de chaud et quelqu'un qui meurt d'autre chose, mais pendant la canicule? Alors je me suis plongée dans la littérature sur le sujet de la surmortalité, et malgré son côté dark que je vous accorde totalement, c'est assez fascinant. Et d'ici la fin de la vidéo, j'espère que vous allez avoir un autre regard sur ce chiffre qui est vraiment utilisé à toutes les sauces. Alors on enquête, toutes mes sources sont en description. Alors ce que vous vivez pendant une canicule, il y a de bonnes chances que ce soit de l'épuisement par la chaleur. Ça correspond à de la soif, de la faiblesse, des maux de tête, de l'inconfort, des nausées, des vomissements ou même de l'anxiété, tout ça. C'est du grand classique. Et on peut aussi plus facilement perdre connaissance en faisant des changements de position entre allongé et debout. Alors en soi, c'est pas très grave, ça le devient si on se blesse pendant la chute ou si on est en train de se baigner, et là c'est le risque de noyade. En tout cas, tous ces symptômes-là, il y en a au moins un que vous avez déjà eu, vous connaissez déjà. Ok, mais de là à mourir, il y a un monde quand même. Et ce monde en question, celui qui est dangereux, ça s'appelle le coup de chaleur. Alors franchement, je trouve que le terme coup de chaleur, c'est une traduction de l'anglais, je la trouve très inadaptée parce que pour nous, dans le public, on a l'impression que c'est léger. Oh, j'ai un petit coup de chaleur. Alors qu'en réalité, c'est vraiment un état grave où le pronostic vital peut rapidement être engagé. Il faut qu'il soit moins bien, notre bonhomme. Bon, ça se voit qu'il est pas bien quand même. C'est pas bien, Marcel. Alors je vais plutôt traduire ça sous le nom de crise thermique. La crise thermique. Que le nom soit un petit peu plus solennel. Alors la crise thermique, je vous souhaite de ne pas l'avoir vécue. Les symptômes sont très variés parce que plusieurs organes commencent à souffrir. Les reins sont souvent parmi les premiers à avoir des liaisons, donc on parle d'une insuffisance rénale qui est possible. On a aussi le cerveau qui est touché, hallucinations, confusions, convulsions, voire coma. On peut aussi avoir des chutes de tension et des complications cardiaques. On a tous des sensibilités physiologiques différentes, certains sont plus sensibles du cœur, d'autres du rein, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile de prédire ce qui va lâcher en premier, mais quand on est à cette étape-là, ça va mal. Et ce qui est marquant, c'est que le passage de là, l'épuisement par la chaleur, à là, la crise thermique, peut être très lent, mais peut aussi se faire hyper rapidement. J'ai fait relire mon script à 3 médecins et parmi elles, il y en a 2 qui travaillent ou ont travaillé aux urgences spécifiquement. Et elles me disaient à quel point elles pouvaient voir arriver des jeunes en pleine santé qui ont fait un effort qui n'était même pas forcément si intense que ça pour leur niveau. Et ils sont très vite entrés dans la crise thermique, d'où leur présence aux urgences d'ailleurs. Donc ça peut arriver à n'importe qui et très vite. Évidemment, si on n'arrive pas à réagir assez vite quand on est à cette étape-là, c'est le décès. C'est un peu dark tout ça, j'en ai bien conscience, probablement la vidéo la plus dark de l'histoire de ma chaîne. Et mon but ici, c'est pas de vous créer des peurs inutiles en vous lisant uniquement la liste des effets secondaires qui n'arrivent jamais, comme sur les notices de médicaments. Alors la question que je me pose aujourd'hui, c'est à quel point est-ce qu'on est réellement à risque de vivre tous ces symptômes, ou en tout cas de mourir de la canicule. C'est pas des questions très drôles, mais je pense que ça va résonner avec ce que vous entendez peut-être dans les médias, et ça va peut-être changer votre regard. Donc j'espère que je vais vous apporter quelque chose d'intéressant ici. Donc là on va regarder non plus du côté de la physiologie et de la médecine, mais du côté de l'étude des maladies dans une population, l'épidémiologie. Donc là spécifiquement l'épidémiologie des vagues de chaleur. En général dans les médias il y a un truc qui revient souvent, c'est les décès liés aux vagues de chaleur. On continue donc dans le dark. Nice. Alors, les décès liés aux vagues de chaleur, première chose, question simple, comment on fait pour savoir qu'une personne a succombé à cause de la chaleur? Entre une insuffisance cardiaque naturelle et une insuffisance cardiaque provoquée par la chaleur, comment on fait la distinction? Eh ben, à l'échelle statistique de toute une population, on la fait pas vraiment. À la place, on va parler de surmortalité. Je suis sûre que vous en avez entendu parler. C'est-à-dire qu'on regarde combien il y a eu de morts à la même période dans les années précédentes et on compare avec la période caniculaire. Et la différence entre les deux, eh ben, on va l'attribuer à la vague de chaleur. Alors c'est évidemment imparfait, il y a sans doute des personnes qui sont décédées d'autres choses, mais la mesure de la surmortalité a le mérite d'être simple et de représenter quand même le fait que là, il s'est vraiment passé quelque chose de spécial. Alors, regardons les chiffres. Et selon ce qu'on prend, comme souvent avec les chiffres, on peut soit se rassurer, soit se faire peur. Je commence par des chiffres qui vont mettre les choses un petit peu en perspective. Notamment quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et auquel j'avais pas vraiment pensé. Où es-tu, petit article? C'est toi. C'est qu'en général, on décède beaucoup plus en hiver qu'en été.
Oui, parce que le froid fait augmenter la tension, il y a beaucoup plus de risques de crise cardiaque par exemple, mais aussi parce qu'en hiver, il y a beaucoup d'infections respiratoires comme la pneumonie ou la grippe qui emportent chaque année beaucoup de personnes. Et donc si on regarde les décès à l'échelle du monde, ici c'est sur 43 pays, entre 2000 et 2019, ils ont calculé qu'il y avait 5 millions de décès par an qui sont attribués à des températures non optimales. Et sur ces 5 millions, c'est ça qui m'a vraiment surprise, il y en a 4,5 millions qui sont liés au froid, alors qu'il y en a 500 000 qui sont liés à l'excès de chaleur. Et qui plus est avec une répartition géographique très inégale, la plupart de ces décès ont lieu en Asie, ensuite c'est en Afrique, puis en Europe. Alors ça c'était à l'échelle globale, mais maintenant on va zoomer un petit peu et on va regarder un cas très concret qui va nous informer de beaucoup de choses, le cas de la canicule de 2003 qui a eu lieu en Europe, et notamment on va utiliser cet article en premier. Pourquoi est-ce qu'on regarde la canicule de 2003 ? Parce qu'on n'a pas encore assez de recul pour les canicules de 2026, et ça deviendra très clair à quel point on ne peut pas avoir de recul et de réponse pour les canicules de 2026, à la fin, quand je vous aurai tout expliqué. Cette canicule, si vous n'étiez pas là, si vous ne l'avez pas vécue, si vous n'étiez pas né, elle a beaucoup marqué parce qu'il y a eu 15 000 morts en France, et si on regarde toute l'Europe, on parle de 70 000 décès. Et on parle de 15 000 morts supplémentaires sur 60 millions de Français à l'époque, ce qui représentait une personne sur 4 000. Donc si on fait des probabilités très basiques, on pourrait dire qu'on a une chance sur 4 000 de mourir à cause d'une vague de chaleur, du moins en 2003. Mais évidemment, ça marche pas comme ça. On n'est pas tous égaux là non plus. Et c'est là qu'on rentre dans les chiffres qui sont un tout petit peu plus inquiétants. Vous le voyez, à chaque fois, dans toutes les vidéos, je vous sors des tas d'articles de recherche, et tous ces articles, ils ont un point commun, ils sont tous en anglais. Parce que aujourd'hui, si vous voulez comprendre la science, il n'y a pas d'alternative, ça passe par l'apprentissage de l'anglais. Et c'est pourquoi cette section de la vidéo est sponsorisée par Anglify. Anglify, c'est un organisme de formation spécialisé dans l'apprentissage de l'anglais, qui est certifiant et qui s'ajuste à vous. Ça se passe en visio, avec un prof que vous verrez chaque fois en tête-à-tête, et qui aura créé un programme d'apprentissage en fonction de vos intérêts et de vos objectifs. Donc c'est pas une app avec des exercices, ça passe avant tout par un échange humain. Et personnellement, moi c'est comme ça que j'ai appris à la base, en échangeant pour de vrai avec des anglophones. Alors à l'époque, ce genre de service n'existait pas et il fallait aller dans le pays pour apprendre. Là, c'est quand même devenu beaucoup plus accessible. Alors vous rencontrerez votre prof une fois par semaine et vous avez aussi 1 heure d'atelier collectif que vous choisirez en fonction de vos intérêts à vous. C'est adapté aux grands débutants qui ne savent dire que hello jusqu'à celles et ceux qui souhaitent arriver à des niveaux beaucoup plus avancés de bilinguisme. Alors moi dans mon cours on a parlé d'escalade. Ça change parce qu'au moment où on s'est parlé, moi j'étais surtout sur le vocabulaire de la canicule. Le vocabulaire de l'escalade, je l'avais un petit peu moins. C'est une formation qui est éligible au CPF et si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez toujours évaluer si le service est pour vous en prenant un rendez-vous de 30 minutes offert et sans engagement avec un conseiller pédagogique. Ça vous permettra d'évaluer votre niveau actuel, d'identifier des points de blocage et de voir quel serait le programme sur mesure adapté à vos objectifs. Et je vous laisse avec le lien qui est dans la description. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est un graphe qui est tiré de cet article qui montre la surmortalité en fonction de l'évolution de la canicule en août 2003. Donc là, on a le 1er août, le 5 août, le 10 août, etc. Et ça, c'est la surmortalité, donc les décès supplémentaires par rapport comparé aux années précédentes. Et on va faire la distinction par âge. Voici la surmortalité des hommes et des femmes de 44 ans et moins. Donc on ne voit pas de surmortalité additionnelle a priori, mais les auteurs précisent la chose suivante qui me semble tout à fait importante. Le fait que les surmortalités estimées jusqu'à 35-44 ans ne soient pas apparentes sur cette figure ne signifie évidemment pas qu'il n'y a pas eu de mort attribuable à la vague de chaleur. Au contraire, des cas isolés documentés existent et ont même fait partie des cas ayant motivé l'alerte d'hommes jeunes tués par la canicule. Mais leur nombre est trop petit pour que les indices statistiques en portent témoignage. Donc il faut garder ça en tête, c'est que les statistiques ne peuvent pas représenter toute l'histoire ni le vécu individuel. C'est des chiffres statistiques, c'est déshumanisant par essence, j'en ai conscience et je m'en excuse, mais il n'y a pas moyen de faire mieux quand on parle de ça, ou en tout cas j'ai pas trouvé. On passe maintenant, ça va devenir plus intéressant, à la surmortalité des hommes de 45 à 75 ans. Donc là on voit que ça augmente un petit peu. Maintenant pour les femmes de 45 à 75 ans, un tout petit peu plus. Pour les hommes de 75 ans et plus cette fois-ci. Donc là on voit qu'on a un effet clair de l'âge. Et enfin les femmes de 75 ans et plus. Là ça devient vraiment majeur. On a une surmortalité féminine plus élevée de 15 à 20% par rapport aux hommes.
Cette différence entre le sexe des personnes est observée dans beaucoup d'études sur les vagues de chaleur et il n'y a pas vraiment d'explication proposée aujourd'hui, juste des hypothèses sur des possibles différences physiologiques où elles auraient peut-être plus de problèmes de thermorégulation, mais aussi une plus grande prévalence de maladies chroniques, ou encore que les femmes seraient plus isolées socialement et auraient plus de vulnérabilité socio-économique, etc., etc. Donc le pourquoi, on l'a pas forcément de façon très claire. Par contre, ce qui est très clair, c'est qu'il y a une surmortalité féminine. Alors ces courbes-là, selon l'âge qu'on a, on les trouve soit rassurantes, soit inquiétantes évidemment. Mais a priori, je nous le souhaite à tous, on se rendra à cette catégorie de plus de 75 ans. Et là, c'est un peu plus inquiétant du coup. Mais ça vaut quand même la peine de regarder un petit peu plus loin et de se demander quel était l'état de santé de ces personnes-là avant même la vague de chaleur. Est-ce qu'il s'agit de personnes dont le décès était déjà annoncé, si on veut, et la chaleur n'a fait que avancer de quelques jours ou de quelques semaines leur grand voyage? Cette question, elle n'est pas très jolie humainement, et d'ailleurs elle est sujet à controverse, parce que c'est souvent utilisé pour minimiser un événement, mais malgré tout, c'est une vraie question à laquelle on peut répondre. Et d'ailleurs cet effet-là, de se dire que les personnes sont juste décédées un peu en avance, ça s'appelle l'effet moisson. Et donc si l'effet moisson est vrai, on devrait voir une surmortalité liée à la vague de chaleur, et après, une sous-mortalité, puisque les personnes qui devaient décéder l'auraient fait juste un petit peu en avance, donc on devrait avoir une sous-mortalité après. Et bien on va regarder, et on va prendre un article un peu plus récent sur la canicule de 2003, qui avait plus de recul, et là je n'avais pas fini mon travail. Perfecto pepito, j'arrive. A few moments later. Ok, on est parti? Alors dans ce que je vais vous montrer, la ligne, ça va être notre référence. C'est-à-dire que si on a un nombre de décès supérieur aux années précédentes, ce sera de ce côté, en haut, et s'il y en a moins, si on a une sous-mortalité, ce sera en dessous. Et on regarde ça sur 3 ans. Donc en août 2003, on a un gros pic qui est évidemment lié à la canicule. Ça continue encore un petit peu avec de la surmortalité jusqu'à décembre. Puis à partir de janvier 2004, on commence à avoir une sous-mortalité. Et elle continue, elle continue comme ça jusqu'à juin 2004. Et là, en juin, ça y est, la surmortalité de août 2003 est compensée par la sous-mortalité de 2004. Ce qui nous amènerait à penser qu'on a eu un effet moisson, mais un effet moisson très lent, sur 5 à 9 mois environ. Donc les personnes décédées de la canicule ici auraient alors pu vivre 5 à 9 mois de plus. C'est pas rien. Mais évidemment, il y a une faille dans ces statistiques-là, c'est qu'on ne peut pas vraiment garantir que les décès qui n'ont pas eu lieu ici sont exactement les mêmes que ceux qui ont eu lieu là. C'est la limite des statistiques de la sorte. Mais on peut quand même pousser l'analyse un petit peu plus loin. C'est ce qu'ont fait les auteurs de cette étude-là que je suis en train de vous montrer, c'est pour ça que je vous ai caché la suite du graphe. Et ils sont allés voir ce qui s'est passé après, parce qu'ils ont eu le temps de prendre le recul. Regardez. Ce qui est très surprenant, c'est que la sous-mortalité continue. À l'exception, là, il y a enfin un changement vers février-mars de 2005 où il y a eu une épidémie de grippe. Et donc là, c'est bizarre, parce que la sous-mortalité dépasse les 15 000 personnes victimes de la canicule. À la fin 2004, on est à moins 23 000 décès. Donc on a dépassé les 15 000 qu'on cherchait. Ça marche pas. Il y a baleine sous caillou. Je vous demande de vous arrêter. Alors pour comprendre, ils se sont penchés sur les données un petit peu plus en détail, notamment en regardant chaque personne, son âge, son sexe, son lieu de vie. Et ils ont trouvé des choses qui clochent un peu. Parce que si c'était vraiment les personnes les plus faibles qui étaient touchées par la canicule, alors au début de la canicule, la moyenne d'âge des décès devrait être plus élevée, puisque c'est les personnes les plus fragiles qui partiraient en premier. Et comme elles seraient déjà parties dans cette première moitié, eh bien vers la fin de la canicule, dans la deuxième moitié, la moyenne d'âge des personnes qui décèdent devrait être un petit peu plus faible. Or, c'est la même moyenne d'âge. Bizarre. Ensuite, quand on regarde les départements qui ont été touchés, et qu'on regarde la sous-mortalité et la surmortalité, donc la même chose qu'on a fait ici, mais par département. Il y a des départements où ça s'équilibre, et d'autres, pas du tout. Ça aussi, c'est étrange. C'est-à-dire qu'on meurt de la canicule, et finalement, il n'y a pas une sous-mortalité après, donc c'est pas les mêmes personnes. Au final, en combinant toutes leurs analyses, les auteurs de cette étude considèrent que seulement un tiers des décès de la canicule a pu être attribué à l'effet moisson, c'est-à-dire des personnes qui étaient déjà en effet sur les derniers mois de leur vie. Pour les autres 2 tiers, c'était pour beaucoup des personnes âgées vivant chez elles, donc encore en pleine forme puisqu'elles étaient autonomes. Elles avaient donc encore a priori de belles années devant elles. Et en faisant des calculs par rapport à des tables de mortalité, etc., ils estiment qu'en moyenne, ces personnes auraient eu une espérance de vie supplémentaire de 9 ans.
là ça fait froid dans le dos. Alors il reste la question de cette sous-mortalité additionnelle. Si c'est pas l'effet moisson de la canicule, qu'est-ce que c'est alors ? Alors il y a plusieurs hypothèses, on ne peut pas savoir de façon certaine, mais il n'y a pas eu d'épidémie de grippe en 2004, et donc a priori ça a épargné 7 à 10 000 personnes. C'est aussi peut-être parce qu'il y a eu une meilleure prise en charge des personnes âgées isolées, qui était un très gros problème pendant la canicule de 2003. Peut-être aussi des politiques de santé publique qui ont été plus efficaces, etc. etc. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que je vous dis, c'est pour la canicule de 2003. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça à chaque fois. Chaque vague de chaleur a ses spécificités et son contexte. Des fois, il y aura de l'effet moisson plus ou moins fort, des fois, il n'y en aura pas. Ça dépend. Trouver l'ampleur de l'effet moisson, c'est pas simple, il faut du temps pour observer les évolutions. Parce que vous avez vu, si on tire les conclusions à juin 2004, on n'a pas du tout la même interprétation que si on va plus loin. C'est pour ça qu'on a besoin de recul, il n'y a pas le choix. C'est pas simple, l'épidémiologie. For sure. Et j'ai aussi appris quelque chose d'assez surprenant en lisant celui-là. En lisant cet article. En fait, ils émettent l'hypothèse qu'on assiste de plus en plus à une surmortalité pendant les vagues de chaleur à cause des changements climatiques. Mais pas pour la raison que vous croyez que vous avez en tête. J'ai rien compris. Certes, c'est parce que les étés seront de plus en plus chauds, mais aussi, et là c'est beaucoup plus surprenant, parce que les hivers seront de plus en plus doux. Et comme jusqu'à présent, on meurt plus pendant l'hiver que l'été, c'est ce que je vous ai montré, si les hivers se mettent à être très doux, on aura une sous-mortalité naturelle en hiver qui sera compensée l'été suivant par une surmortalité, parce qu'il y aura des grosses vagues de chaleur. L'effet moisson pourra alors exister, mais un peu à l'envers, commencer par une sous-mortalité, compenser après par une surmortalité, etc. Donc tout ça pour dire que les statistiques, elles sont pratiques, elles nous informent, mais elles ne nous communiquent pas tout. Il y a plein de nuances à garder en tête. Donc évidemment que les personnes fragiles sont les plus à risque, mais quand il restait 9 ans d'espérance de vie en moyenne sur la canicule de 2003, on se dit que la notion de fragilité, c'est en réalité un immense spectre, qui ne se base pas que sur la physiologie. Alors qui est à risque ? L'OMS liste tous ces facteurs de vulnérabilité, c'est probablement pas exhaustif, mais ça nous donne déjà une bonne idée. Et ce qui est important à prendre en compte, c'est que si on combine plusieurs de ces facteurs, on est d'autant plus à risque. Les fragilités que l'on oublie beaucoup, ce sont les fragilités contextuelles, environnementales, d'exposition. Notamment avec des logements inadaptés, une incapacité à avoir accès à un endroit frais, l'isolement social qui a été majeur en 2003, a priori ça s'est amélioré depuis parce qu'il y a eu des mesures qui ont été mises en place, mais aussi la pauvreté qui rime souvent avec logement inadapté, métier exposé à la chaleur, un moins bon accès aux soins, et bien sûr l'exposition pure à la chaleur, que ce soit par le travail ou lors d'événements sportifs. On a un exemple très simple des pompiers qui est très actuel au moment où je tourne, qui non seulement travaillent près du feu, mais qui en plus portent des vêtements qui ne leur permettent pas de se refroidir. Donc la condition économique et sociale, le travail et les loisirs sont aussi des facteurs de vulnérabilité. Là tout d'un coup, ça ajoute une beaucoup plus grande quantité de personnes. Puis évidemment, avec tout ce que j'ai dit, et puis ce qu'on entend souvent, derrière la notion de risque, on sous-entend souvent la notion de risque de décès. Mais c'est beaucoup plus large que ça. On peut avoir une forte réduction de la qualité de vie à cause des vagues de chaleur. Je vous donne un exemple simple, très classique. Une personne âgée qui tombe dans les pommes, se fracture la hanche dans sa chute et est alitée par la suite jusqu'à la fin de sa vie, ça a un coût sur sa vie personnelle, sur la famille et sur la société qui est directement lié à la vague de chaleur. Et ça, c'est pas dans les statistiques que je vous ai montrées. Donc, tout est plus complexe qu'il n'y paraît. On peut difficilement résumer en une phrase. Si vous me permettez, j'aimerais amener une conclusion un petit peu plus personnelle à cette vidéo. J'ai beaucoup appris en l'écrivant, notamment via ce que je vous ai raconté, mais aussi tout ce que je vous ai pas raconté. Et c'est là que j'ai compris la difficulté de la communication dans le domaine de la santé publique. J'étais en France pendant la canicule de juin 2026 et j'ai senti la détresse des gens, mais aussi la vulnérabilité face à ce monde qui change. Et dans ce contexte émotionnel-là, les informations que je vous donne, elles ne sont pas simplement ajoutées à une banque de données dans votre cerveau. Non, elles sont raccrochées à une émotion, à une inquiétude, à une peur. J'ai beau ajouter toute la nuance nécessaire, je ne contrôle pas l'émotion que vous attacherez à telle ou telle information. Et l'enjeu derrière une mauvaise communication sur ce sujet est immense. Si vous êtes jeune et que vous concluez que vous pouvez aller faire un entraînement dehors quand il fait 40 degrés en voyant ma vidéo, non seulement j'ai tout raté, mais je vous ai mis en danger. Donc ne le faites pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas listé les médicaments qui pourraient augmenter notre vulnérabilité aux vagues de chaleur, qui sont dans la liste des facteurs de vulnérabilité de l'OMS. C'est parce que je ne veux pas prendre le risque que vous arrêtiez votre médication quand il y a 1000 nuances à apporter et que chaque cas doit être considéré individuellement, ce qu'une vidéo YouTube ne peut évidemment pas faire.
Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai retenu de l'information. Ce que je fais tout le temps pour des raisons de synthèse, de priorité, d'intérêt. Mais cette fois-ci, c'est aller au-delà. C'était aussi pour ma conscience et pour ne pas risquer de faire plus de mal que de bien. On peut dire que le fameux primum non nocere, d'abord ne pas nuire, qui est un des principes fondamentaux de la médecine, ça a fortement résonné. Donc pour revenir au fond de la vidéo, le message est assez simple. Notre corps est équipé pour supporter la chaleur, mais jusqu'à un certain point. Plus on s'expose à la chaleur, par choix ou malgré nous, et plus on a des points de fragilité physiologiques et environnementaux, plus on risque la surchauffe. Les premiers à en pâtir, évidemment, ce sont les personnes les plus vulnérables, qui peuvent perdre leur qualité de vie, voire même perdre des mois et des années de vie, et décéder dans des conditions inacceptables. La chaleur est réellement dangereuse, et ce, à tout âge. Alors un peu plus anxiogène que d'habitude cette vidéo, notamment parce que je parle pas des solutions. Et si je parle pas des solutions, c'est pour une bonne raison. C'est parce que je l'ai traité plein de fois déjà dans des précédentes vidéos que vous pouvez retrouver ici, ou là, ou là. Vous verrez à l'écran ce qui s'affiche. Et j'en avais parlé aussi pendant la canicule, justement sous la forme de shorts, de petits formats courts, si jamais vous voulez simplement picorer. J'espère que ça vous aura intéressé. Un grand merci à mes relectrices, médecins et épidémiologistes pour leur aide sur ce script. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.